Originaire du Kasaï central, Pépin Guillaume Manjolo dispose d'une maîtrise en droit de l'université de Caen et d'un doctorat des facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles. 2006 est l'année du retour en RDC où il devient maître Manjolo au barreau de Kananga. Il va travailler pour le ministère des Affaires étrangères et finira par devenir ministre d'État en charge de la coopération internationale, de l'intégration régionale et de la francophonie de 2019 à 2021. Au-delà d'avocats et d'hommes politiques, le premier attribut qui vient à l'esprit de celui qui découvre Pépin Guillaume Manjolo, c'est penseur. Penseur au travers du verbe et de la plume. Proche du regretté philosophe et théologien Godefroy Mana Kangoudier, dit Kamana, il est l'auteur de 6 ouvrages philosophiques publiés aux éditions Mabiki, dont le dernier en date est Mutungu 99. Enfin, pour les adeptes des réseaux sociaux, Pépin Guillaume Manjolo, c'est aussi des aphorismes à découvrir au quotidien. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Merci Jean-Jacques et bienvenue à tous dans l'émission Mikanda, organisée par la diaspora congolaise, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Pépin Guillaume Manjolo, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de vous présenter comme étant un homme aux multiples casquettes, mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous en tant qu'auteur, en tant que philosophe peut-être plutôt. Comment vous définissez-vous ? Je n'avais pas de définition a priori. Au fait, c'est Kamana, les grands Kamana, d'heureuse mémoire, qui a dit que j'étais penseur. Penseur, essayiste. Dans une préface, il a essayé de circonscrire mes activités en m'affublant de ces titres énormes des penseurs. Et modestement, j'ai accepté parce que venant d'une autorité spirituelle et intellectuelle de cet auteur-là, c'était un peu normal que j'ai concédé à cette acception. Donc, je dirais plutôt penseur, essayiste. Pas philosophe, parce que c'est un domaine assez particulier, quoique je fasse de la philosophie politique au quotidien, mais plutôt penseur, oui. Justement, une des questions que je me posais, c'était, bon, votre écriture est un genre assez pointu, que peut-être les non-initiés ne connaissent pas ou n'ont pas la facilité de lire. J'aimerais bien vous demander quel est votre lectorat ou pour qui ou pourquoi écrivez-vous ? Mais j'essaie de pouvoir amener ma société vers les hauts. C'est-à-dire que je conçois mal l'infantilisation d'une société en disant voilà, il faut écrire très bas pour les ramener vers les bas et tout ça. Pourquoi pas les monter vers les hauts ? Vous savez, j'ai une phrase extraordinaire que je tiens de Wagner, le musicien, oui. Qui était antisémite et qui était très raciste, à qui on a demandé êtes-vous au courant que nous descendons tous du singe, donc du noir, quelque part, parce que ça vient d'Afrique et tout. Il dit oui, je suis au courant qu'on descend comme ça des primates. Mais moi, comme Prussien, j'essaie de descendre le plus possible de tout ça, je refuse de remonter vers les singes. Voyez-vous, c'est-à-dire que la culture, c'est ce qui vous met un peu plus en hauteur, qui vous raffine, qui raffine une civilisation. Et ma quête, c'est de raffiner la civilisation. Ce n'est pas de la garder au bas niveau. Donc, il appartient aux uns aux autres de faire des efforts pour pouvoir monter à cette hauteur-là. Respirer l'air des montagnes, l'air du Nirangongo. Voyez-vous, c'est ça mon idée. C'est de ramener les gens vers les hauts, pas les laisser au bas de l'échelle. Ce n'est pas tellement intéressant, puisque tout le monde peut le faire. À ce moment-là, il faut avoir juste des narrations basiques, des bars, des bistrots. Bon, on peut s'entendre. Mais ce n'est pas mon écriture, je laisse ça aux autres. Il y en a qui aiment bien, qui sont capables de faire ça très bien.
lorsqu'on lit quelqu'un comme Dostoïevski, on a la chance de voir qu'effectivement, même avec les mots très simples, il peut compliquer les choses. C'est une psychologie particulière, comme disait Nietzsche en parlant de lui. Lorsqu'on lit Mudimbe, les grands Mudimbe, qui est une sommité de l'écriture en tant que romancier, en tant que philosophe, en tant que sociologue, c'est extraordinaire. À la fois, il a ses côtés très très durs, avec une conceptualisation particulière, au sens où l'entendait Deleuze qui vous dit que lorsqu'on est penseur, on doit construire et fabriquer des concepts pour nourrir la cité. Nous sommes les mécaniciens de la cité qui apportons des concepts. C'est utile. On ne peut pas se laisser rester dans une consommation basique, fast-food. Il faut passer à autre chose. Nous faisons de la cuisine artisanale. Nous sommes du terroir. Donc c'est fin, c'est racé, c'est plus profond, c'est plus recherché. Ce n'est pas des choses qu'on trouverait chez McDonald's, entre parenthèses. On va un peu plus loin. Donc c'est ça la différence, en fait. On essaie de faire cette petite différence-là, et qui n'est pas forcément très appréciée, parce qu'il faut avoir les palais appropriés pour pouvoir consommer ça. Et nous poussons les gens à s'exercer, à avoir ces palais-là pour la bonne consommation. Quand vous dites « nous », qui entendez-vous Il y a une série de personnes, je viens de citer ici Mudimbe, je peux vous citer Ngal, je peux vous citer Kamana, les regrettés d'heureuse mémoire Kamana, qui produisent ces outils-là pour la consommation, pour l'amélioration de la cité, pour l'affinement, le raffinement de la société. C'est ça l'idéal ici qui est le nôtre, c'est de tenter de raffiner la société, mais pas la ramener aux choses basses, aux choses communes. C'est ça la différence. Chaque matin, je produis un aphorisme, chaque matin. Et les gens se débattent là-dessus et tout ça. Et je vois qu'il y a des difficultés. Et puis au fur et à mesure que les temps passent, ils commencent à aller chercher chaque mot pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces mots-là, que ça veut dire quoi exactement. Mais il y a de la nouveauté, il y a l'apprentissage, il y a la recherche, il y a la compréhension. Il y a un point de vue nouveau par rapport à l'ancien point de vue. J'entends ici point de vue, c'est l'accès à la vérité par une phase, au sens de Leibniz. L'accès à la vérité par une portion, une petite parcelle. Pas toute la vérité, une partie de la vérité. Parce qu'on n'a pas accès à toute la vérité, on a toujours accès à une partie de la vérité. Donc, cette partie de la vérité qui est la mienne pour éclairer la cité, au sens d'Héraclite, cette petite lumière que j'apporte à la cité, je l'apporte avec des mots peut-être nouveaux, mais essentiels. Essentiels pour, une fois de plus, raffiner la cité. Et donc, comme vous l'expliquez, moi je vois en vous aussi un professeur finalement. Oui, mais il s'avère simplement que le seul endroit où j'essaie de pouvoir former les gens, c'est à l'École nationale d'administration. Donc je suis formateur à l'École nationale d'administration. Okay. Et donc ces jeunes gens ont la chance, enfin jeunes, puisqu'il y a aussi les plus âgés, la chance d'avoir avec moi des discussions assez approfondies sur la pensée et tout ça, au-delà de ce que je donne comme cours sur l'intégration rurale. Vous créez finalement aussi le débat par rapport, parce que finalement vos points de vue philosophiques sont d'ordre politique aussi principalement. Tout à fait. Parce que finalement, la philosophie au sens profond du terme, au sens qui est le nôtre, au sens même platonicien, c'est la gestion de la cité, d'abord. Nous cherchons une sagesse pour gérer la cité. Du triptyque extraordinaire de Socrate qui dit vertu, raison, bonheur. Si quelqu'un est vertueux, il peut prétendre pouvoir s'accaparer, tenir, comprendre la raison nécessaire pour gérer la cité. Et en ce moment-là, on a le bonheur pour toute la cité. Vertu, raison, bonheur. C'est ça les triptyques que l'ami Nietzsche n'a pas pu déconstruire en disant que ça c'était quasiment barricadé, fermé. Donc l'idée ici de la sagesse de la philosophie, c'est de gérer la cité. D'abord, c'est gérer soi-même au quotidien, c'est conduire utilement, être en harmonie avec la cité, avec la nature et tout le reste, un peu au sens de Marc Aurèle, mais en même temps gérer la cité au quotidien. Quelles sont les règles les meilleures pour gérer la cité? Nos anciens, la sagesse africaine, congolaise en particulier, a travaillé utilement pour la sagesse. La sagesse comme outil nécessaire, idéal pour la gestion de la cité et les interactions entre les humains. Donc l'horizontalité, c'était la sagesse, la verticalité, ça c'est la foi de chacun. Donc c'était ça pendant des siècles, des millénaires quasiment, si on parle de l'Égypte antique, qui est une entité qui nous appartient. Donc c'est des millénaires là, sur cette base-là. Vous dites que vous avez cette ambition de mener les gens vers le haut. D'où ça vous vient La prime enfance. La prime enfance. C'est-à-dire que j'étais un garçon assez solitaire, très solitaire, et je me suis intéressé très tôt aux livres. J'aimais pas beaucoup les cinémas, j'étais plutôt dans les livres. Je préférais les livres qui parlaient,
qui était peut-être adapté au cinéma, mais les livres étaient meilleurs parce que je me faisais moi-même mon propre film. Tout à fait. Et j'ai construisé des pensées comme ça. Quand on est solitaire, on se parle à soi-même sans cesse et on construit un monde. Et vous lisiez de tout ou principalement qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce qui vous a formé dans votre enfance au niveau littéraire? J'ai eu un père qui m'a mis déjà dans les dispositions d'avoir accès au courant littéraire par continent quasiment, pendant très longtemps, pendant toute mon enfance. Et j'étais frappé fortement par la Russie. Vous avez Dostoïevski, Solzhenitsyn, Tolstoï, Gogol, Mayakovsky, qui n'est pas connu, qui a fait juste un seul texte et qui s'est suicidé par la suite. C'est un monde particulier. Et il y a une belle écriture. Dostoïevski reste pour moi... D'ailleurs, je tire l'essentiel de manière de ciseler l'écriture à travers Dostoïevski. Okay. Et je ne suis pas le seul, par ma lecture, je suis tombé sur des correspondances de Nietzsche qui en parlaient avec énormément d'attention et d'affection. Pour dire que il n'a pas rencontré dans ses lectures un psychanalyste, un psychologue d'une puissance aussi élevée que Dostoïevski, dans sa capacité d'aller dans l'âme humaine. Mais ce que j'ai retrouvé chez Dostoïevski aussi, c'est cette capacité d'avoir une sorte de miroir par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire que je sentais la même chose. Ok. Et est-ce que vous avez retrouvé ça dans d'autres auteurs africains, congolais? Parce que ici vous me parlez donc de la littérature, on va dire russe. Qu'en est-il de la littérature congolaise? Littérature congolaise, on a des petites narrations très intéressantes chez Zamenga Betukezanga par exemple, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui vous raconte la vie au quotidien, mais avec un humour particulier. C'est une petite sauce congolaise assez particulière. On trouve la beauté chez Mudimbe. Mudimbe, c'est des fresques, mais terribles, à la fois politiques, philosophiques, et théologiques, et révolutionnaires. Vous savez, entre les eaux de Mudimbe, c'est une œuvre d'une beauté extraordinaire. Lorsqu'il nous dit notre incapacité à faire la révolution, parce que nous avons été formés comme étant des moutons, et les moutons ne font pas la révolution. C'est terrible. C'est Mudimbe, et c'est ces grands messieurs qui a fait une carrière extraordinaire aux États-Unis, qui vient d'être retraité il n'y a pas très longtemps, et qui a enseigné aussi à Stanford. Il faut dire qu'il y a une chaire de philosophie et des langues à Stanford. C'est vous dire la dimension des messieurs. Bon, maintenant, j'ai Kamana qui est vraiment un contemporain, un ami, un frère, un aîné avec qui on a eu énormément de partage, qui a une beauté d'expression particulière dans son écriture, surtout quand il est parti s'installer dans la partie est du Congo, que j'ai visité il n'y a pas très longtemps à l'occasion de ses obsèques. Et j'avais jamais vu Goma, j'ai vu les lacs. J'ai compris qu'effectivement, on pouvait en faire la capitale nationale de la pensée, Goma. Et je compte pouvoir la déclarer Goma de cette façon-là au mois de novembre, si j'y serai. Bon, c'est dire qu'il y a ces auteurs-là. Vous savez, il y a aussi des auteurs qui sortent du monde politique, journalistique, comme quelqu'un comme Momengi, qui écrit super bien, qui est aujourd'hui sénateur, qui a été ministre à son époque. C'était un vrai talent. Je l'ai lu aussi, il y a des jeunes gens qui sont en train d'écrire. Il y a des jeunes qui aujourd'hui essaient un peu de paraphraser tout ce que j'ai fait. Et puis il y a une sorte d'école de Mutumbu qui se met en place. Il y a énormément de talent en RDC. Mais la grande difficulté qu'on a, c'est celle de l'édition et de l'accompagnement et des manques de moyens. Il est vrai que la plupart d'auteurs, comme Marx à son époque, n'ont pas pu vendre même 1000 livres, alors qu'aujourd'hui, c'est une célébrité. Et justement, à ce sujet-là, quelle serait la solution, selon vous? La solution, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai proposé une réforme majeure qui était celle de la promotion de l'intelligence pour la transformation de la cité. Et dans tout le domaine, en commençant par la pensée. L'idéal serait que les auteurs, qu'il y ait une sélection, que les meilleurs livres ou que les meilleurs écrivains, ceux qui sont bons, qui ont fait leurs preuves, et les jeunes talents, puissent être envoyés dans les écoles. C'est-à-dire qu'on puisse mettre ça au programme scolaire, aussi bien de l'école primaire, l'école secondaire et de l'université, que nos livres aient la place prépondérante. Ouais. Je ne vois pas l'université belge, c'est un peu soumis à l'autorité française, ou l'université française aligner des livres autres que des livres français. Oui, c'est ça. Il y a des très mauvais écrivains français qui ont
aujourd'hui l'aura extraordinaire alors qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont français et qu'il y a une machine de la promotion. C'est cette machine qu'il faut lancer de par... Bien sûr, mais lisez les prix Goncourt. Mais c'est une hérésie. Il n'y a rien dedans. Tout est phagocyté, tout est faux, tout est nul, c'est pas de l'écriture, c'est de la soupe. Mais malheureusement, bon, écoute, heureusement pour eux, il y a une institution, il y a un pays qui en fait la promotion. Et c'est la raison pour laquelle nous, de notre côté, on doit aussi, notamment par vous, élever le niveau et, comme Bokutani, promouvoir et soutenir notre littérature. Et à ce sujet, donc j'ai aujourd'hui une petite partie de notre bibliothèque des livres, celle de Bokutani. Voilà, si on veut découvrir de nouveaux auteurs, j'en ai quelques-uns ici. Je vous proposerai peut-être d'en choisir un qu'on peut faire découvrir à ceux qui nous regardent. Lequel vous tenterait? Celui qui me tenterait d'office, ce serait celui de Madame Clémentine Mfaïk Nzouzi. Oui, notre si les doyenne. M'étaient comptés. J'ai déjà été à une conférence il y a très longtemps, c'était sur la chaussée de Wavre. Il y avait une salle là où on exposait, où on pouvait faire des conférences. Moi-même, j'avais fait une conférence là-bas pour mon premier livre, Ma Nation. Et je l'ai découverte à cette occasion-là. C'est du talent pur. Ah, oui. Et une écriture parfaite et tout. Et c'est toujours histoire, bon. Oui, une histoire. Et alors, si les Congos m'étaient comptés, donc, je présume que ça doit être un texte vu les titres lui-même et la capacité de narration de Madame Nzouzi qui doit être forcément intéressant. Bon, donc j'aurai l'occasion peut-être de pouvoir le lire et puis d'en faire commentaire par la suite. Très bonne idée. Avant de conclure, peut-être un petit mot de conclusion pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui vous liront. Bana beto amu diaspora miyo yenwai mwana Guillaume Manjolo nous wakakolo balo mikande yani ni funda balai nenu sanka. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à bientôt.